souris un peu. L'esclavage dans l'histoire des États-Unis. Avant le XVIIIe siècle, l'Amérique fait venir la majorité de ses immigrants du continent africain. La plupart d'entre eux portent des chaînes. Ces vagues déplacements forcés vont aider les États-Unis à devenir le plus riche pays au monde. L'esclavage est tout sauf une péripétie de l'histoire des États-Unis. C'est l'événement principal. L'esclavage aux États-Unis aura duré plus de temps que celui de la liberté pour tous. Une époque de terreur qui hante toujours la mémoire collective. On a fait quelques progrès en termes d'égalité des races, mais on ne pourra jamais vraiment avancer si on ne se penche pas plus sérieusement sur l'esclavage. Voici l'histoire d'une résistance, d'une lutte pour la dignité humaine. L'histoire d'une quête de liberté racontée à travers les souffrances des esclaves. L'histoire cachée des pères fondateurs. Ils viennent d'Afrique et d'Europe. Certains sont des domestiques sous contrat, d'autres des esclaves. Mais tous sont pauvres et largement exploités. Leur statut de travailleur est indéfinissable. Leur existence appartient à la Compagnie des Indes occidentales. Jour après jour, ils luttent pour leur survie dans la dure réalité de la ville hollandaise de New Amsterdam dans les années 1620. Chaque soir, ils se retrouvent dans les tavernes. Les gens se réunissaient dans les tavernes pour parler de leurs conditions. Les esclaves se plaignaient de leurs maîtres, les serviteurs sous contrat également. Les liens se tissaient facilement entre gens de races différentes. Il y avait aussi ceux qui se mettaient eux-mêmes au service de riches personnes pendant 7 ans en échange de leur arrivée dans le Nouveau Monde. En 1624, la Compagnie hollandaise des Indes occidentales établit un comptoir commercial pour la fourrure sur l'île au relief accidenté de Mannahatis, une île qui deviendrait plus tard la ville de New York. Moins de 200 personnes s'installent ici. La plupart viennent d'Europe du Nord et travaillent pour la compagnie. Pour augmenter ses bénéfices, elle tente de faire appliquer le free labor. Des Africains libres sont déjà arrivés au Nouveau Monde avec les explorateurs européens dans les années 1530. En 1619, des colons anglais installés à Jamestown, en Virginie, achètent 20 Africains à des marchands hollandais. 5 ans plus tard, les premiers esclaves noirs débarquent à New Amsterdam. Leur asservissement commence ici et s'arrêtera plus de 2 siècles après dans ce qui va devenir l'Amérique du Nord. Les 11 premiers esclaves, tous des hommes, sont arrivés à New Amsterdam avec la Compagnie des Indes occidentales. Ils dépendaient uniquement de la compagnie, pas d'un maître en particulier. On les avait envoyés ici pour bâtir la colonie. Les Anglais et les Hollandais avaient l'habitude de dévaliser les riches convois marchands espagnols et portugais afin de récupérer des hommes et des biens. Ça faisait de ces pauvres gens de véritables
Ces métis proviennent des vastes régions qui bordent l'Atlantique, lorsqu'au XIVe et XVe siècle, Africains, Européens et Américains se sont rencontrés pour la première fois. On les appelle les créoles atlantiques. Les créoles atlantiques trouvent leurs racines culturelles à la fois en Europe et en Afrique. Certains sont de pères africains et de mères européennes. Certains ont sillonné les mers aux côtés des Européens. Plusieurs parmi eux sont instruits, voire polyglottes. Les noms des 11 premiers esclaves sont significatifs de ce métissage. Simon Congo, Anthony Portugaise ou John d'Angola, tous des prénoms européens, des prénoms chrétiens. Ensuite, il y a les noms de famille qui évoquent un lien avec le Portugal ou un explorateur portugais. Le nom de Congo évoque pour sa part un chrétien africain qui viendrait du Congo. Ces esclaves ne savent pas quand ils seront à nouveau libres, si tant est qu'ils le soient un jour. Dans les colonies de Virginie, du Massachusetts et de New Amsterdam, le statut d'esclave n'est pas encore clairement défini. Il n'existe aucune loi, aucune règle, aucune réglementation. La vie était terriblement dure. Ils étaient censés travailler par tous les temps, quelle que soit la température. Ce qui importait, c'était leur production et non eux-mêmes. Les mettant à la tâche dès le lever du soleil, la compagnie oblige les 11 esclaves à déblayer le terrain, à construire des routes et à décharger les bateaux. Tous sont d'habiles travailleurs manuels. Grâce à leur labeur servile, l'économie de New Amsterdam se bâtit petit à petit. Les 11 premiers esclaves ont réellement bâti l'infrastructure. Ils ont été la moelle épinière de la colonie, des instruments indispensables à la survie des colons européens. Comme les Hollandais craignaient la mixité raciale, ils ne voulaient pas que se fassent des mariages entre créoles et des femmes belges ou néerlandaises. C'est pour cette raison qu'ils ont fait venir des femmes créoles ou des africaines dans les années 1620. Si la compagnie a fait venir toutes ces femmes, c'est pour apporter un peu de réconfort aux nègres, comme ils l'ont prétendu. Mais en réalité, elles étaient là non seulement pour satisfaire les besoins sexuels des hommes, mais aussi pour être exploitées. Étant les plus anciens, les hommes avaient pour rôle d'apprendre aux nouvelles venues à évoluer sur ce terrain. À cette époque, à New Amsterdam, les esclaves avaient des droits que l'on n'aurait pas imaginés. Ils pouvaient percevoir un salaire et le garder pour eux. Les Européens étaient tellement dépendants de leur travail qu'ils devaient essayer de les amadouer par certaines compensations. En raison d'un manque de définition légale de l'esclavage, les créoles atlantiques parviennent à négocier une plus grande autonomie. En 1635, certains vont jusqu'à réclamer des impayés à la Compagnie des Indes occidentales. En 1638, Anthony Portugaise engage des poursuites contre un marchand blanc. Un an plus tard, c'est au tour de Pedro Negreto et de Manuel de Ruiz d'obtenir gain de cause contre des Européens dans une affaire de salaire non versé. En revoyant les comptes rendus d'audience, on s'aperçoit que les créoles atlantiques ont su tirer parti du système lorsqu'ils en avaient l'opportunité. Dans l'esclavage en Afrique, les esclaves avaient plus de droits. La communauté avait certaines obligations vis-à-vis d'eux, et les Africains ont apporté avec eux cette idée de l'assujettissement.
En 1641, Anthony van Angola, l'un des 11 premiers, épouse Lucie d'Angola. C'est le premier mariage noir jamais enregistré à New Amsterdam. Les esclaves avaient compris que la légitimité du mariage était un moyen de revendiquer le droit du sol. Ils avaient étudié tous les moyens de s'en sortir. Dans les croyances religieuses européennes, un chrétien n'était pas censé asservir un autre chrétien. Les Africains le savaient, c'est pour cette raison qu'ils ont essayé de se convertir au christianisme. C'est donc par le biais de la religion que les Africains ont voulu négocier une plus grande liberté. Mais la réalité est tout autre. La plupart des esclaves étaient chrétiens, et le fait qu'ils aient été baptisés ou pratiquants n'a modifié en rien leur statut d'esclaves. La Compagnie des Indes occidentales avait de plus en plus de problèmes avec les indigènes américains. Et en 1639, les simples tensions se sont transformées en guerre. À ce moment-là, un certain nombre de créoles se sont retrouvés enrôlés de force dans l'armée européenne pour partir au combat. There is a fear among Europeans during this time that African Americans may join with Native Americans. And the First 11, in fact, used this fear to negotiate. Ils avaient fait partie de l'Église réformiste, ils avaient servi dans l'armée, ils avaient construit le fort, ils avaient carrément posé les fondations de New Amsterdam, et ils en avaient fait une ville habitable. Aujourd'hui, c'était à leur tour d'être libres. La compagnie a répondu à leurs exigences en créant les Free Negro Lots, des parcelles de terre qu'ils pouvaient cultiver et sur lesquelles ils pouvaient vivre avec leurs femmes. Mais ils devaient payer un tribut à la compagnie tout en restant à sa disposition si elle avait besoin d'eux. C'était une sorte de semi-liberté. Il ne faut surtout pas croire qu'ils faisaient preuve de bonté et qu'ils donnaient une opportunité aux Africains. Ils avaient simplement calculé qu'ils gagneraient plus d'argent en leur accordant cet avantage. Mais même dans ces conditions particulières, la servitude dans une colonie hollandaise restait de l'esclavage. Les membres de la communauté des Africains à demi libres devaient être terrifiés par le caractère précaire de leur soi-disant liberté. Pour leurs enfants, par exemple, qui ne bénéficiaient pas de ce statut, ils restaient des esclaves à part entière. La preuve, s'il en était besoin, de la vulnérabilité de la communauté noire. Les Noirs à moitié libres ne se différenciaient pas du monde servile. Ils continuaient à se battre pour tenter de gagner leur liberté. Au fil des années, les 11 et leurs femmes ont continué à adresser des requêtes, des pétitions pour gagner la liberté de leurs enfants. La Nouvelle-Amsterdam commençait à devenir une assez grande ville dont 20% des habitants étaient afro-américains. Certains étaient des esclaves, d'autres à moitié libres, d'autres encore parfaitement libres. Mais quel que soit leur statut, tous pouvaient témoigner des différentes conditions de vie. La semi-liberté est le passage d'un groupe d'esclaves vers un nouveau statut. Et à l'intérieur de la communauté servile, l'espoir d'une amélioration commençait à faire son chemin dans la tête des gens. Ils ne cherchaient pas l'élargissement total, mais une plus large autonomie. Dans la région des plantations de tabac de Chesapeake, les servants sous contrat, blancs comme noirs, cherchent à tout prix à gagner leur liberté. Depuis le début du XVIIe siècle, la traite des Noirs s'opère peu à peu dans la région. Certains sont des esclaves, d'autres des domestiques sous contrat. Seule une infime partie est constituée d'hommes libres.
John Punch est un travailleur noir rémunéré dans une petite plantation de tabac. James Gregory, un Écossais, et Victor, un Hollandais, travaillent à ses côtés. Dans le Nouveau Monde, chaque colonie devait générer des profits. Pour les régions de Chesapeake, de Virginie et du Maryland, plus on plantait de tabac, plus on récoltait de bénéfices, et plus les investisseurs anglais étaient satisfaits. La pression était telle qu'il fallait trimer le plus dur possible. Ils avaient espéré réquisitionner les natifs américains de Virginie comme main-d'œuvre supplémentaire. Mais la déception fut grande quand ils s'aperçurent que les indigènes étaient trop puissants pour être asservis au travail, même rémunérés. C'est à ce moment que les Anglais ont fini par employer des Anglais dans leur système de servage. Le statut des Blancs et des Noirs était à peu de choses près le même. Tous deux étaient engagés pour une période de temps précise. Tous deux pouvaient regagner leur liberté à la fin de cette période, et tous deux étaient horriblement maltraités. Être un serviteur lié par contrat dans ce pays signifiait en fait que vous n'aviez aucun droit. Dans leur monde, il n'y avait pratiquement aucune différence dans le degré d'oppression. On peut dire que d'une certaine façon, ils étaient logés à la même enseigne, car on ne pouvait être plus maltraités. En 1640, les serviteurs liés par contrat sont maintenant indispensables à la santé financière des plantations de tabac de Virginie. Leur travail fait du tabac le produit d'exportation le plus rentable de la colonie. Trois hommes qui faisaient le même travail dans la même plantation étaient tellement malmenés, tellement oppressés, qu'ils ont finalement choisi de fuir leur maître. John Punch, Victor et James Gregory traversent la frontière de la Virginie avec le Maryland. Quelques jours plus tard, ils sont capturés et ramenés. Selon la plus haute cour de la colonie, ils sont reconnus coupables d'avoir causé de lourdes pertes ainsi qu'un grave préjudice. Les deux blancs ont simplement écopé d'années de servitude supplémentaires. Mais pour le cas de John Punch, le seul noir parmi les trois fuyards, le verdict a été beaucoup plus sévère. Il a été condamné à la servitude à vie. Bien sûr, aucune loi ne permettait de condamner John Punch à l'esclavage à vie. Mais cette année 1640 a marqué un tournant dans le degré des sentences. C'est à partir de là qu'on a commencé à traiter les serviteurs noirs différemment de leurs homologues blancs. Plutôt que de différencier les gens libres des gens asservis, on faisait maintenant la distinction entre les blancs et les noirs. Les blancs, désormais, y gagnaient en privilèges.
Emmanuel Drégus apparaît pour la première fois dans les registres de la côte est de Virginie en 1645 comme l'esclave du capitaine Francis Pott. Emmanuel Drégus avait le profil type de ceux que nous appelions les créoles atlantiques. Il portait un nom européen, portugais pour être exact. Drégus est simplement une anglicisation ou une contraction de Rodriguez. En prenant Emmanuel à son service, le capitaine Pott lui donne une vache et un veau. Mais en plus d'Emmanuel, le capitaine prend également sa femme France et leur fille, de respectivement 1 et 8 ans. Le capitaine doit donc informer le tribunal qu'il a pris à son service les 2 filles de son nègre. Selon les termes de la servitude, ces 2 filles retrouveront la liberté au bout d'un certain nombre d'années. Mais rien n'est mentionné à propos des autres enfants. Le capitaine Pott a connu quelques difficultés financières. Il a alors chargé son neveu de trouver un moyen d'éponger ses dettes en lui rappelant bien qu'il consentait à se séparer de tous ses biens, excepté de ses nègres. Pourtant, en 1657, après 12 ans à son service, la famille d'Emmanuel finit par être le seul moyen d'arranger les choses. Leur famille a été anéantie par les problèmes économiques et financiers de Pott. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il accumulait des dettes, Pott devait vendre un enfant. D'abord le petit garçon, puis sa grande sœur Anne pour environ 5 000 livres de tabac. À la mort du capitaine Pott, sa veuve hérite de la ferme, du bétail et d'Emmanuel. Pourtant, les registres de la cour de 1661 indiquent qu'Emmanuel a gagné sa liberté. Il a affermé 58 hectares de terre et augmenté son cheptel. Même si vous gagnez votre liberté d'homme noir, votre vie ne sera jamais celle d'un homme blanc. Emmanuel Drégus a gagné sa liberté. Et pour mettre sa terre en fermage, il a dû payer beaucoup plus que ce qu'un blanc aurait déboursé. Il n'a pas été traité comme n'importe quel homme libre. La couleur de peau est à l'époque un facteur de plus en plus déterminant. En 1665, le Maryland et l'État de New York légalisent l'esclavage. Et 3 ans auparavant, les juges de Virginie ont décidé que chaque enfant qui naîtra sur leur sol naîtra libre ou asservi, suivant la condition de la mère. Même les enfants d'un père maître et d'une mère esclave n'avaient pas le droit à la liberté. Ça en faisait plutôt un bien, une valeur marchande. L'enfant mulâtre était l'esclave de son propre père. Des hommes et des femmes noirs ont élevé des milliers de mulâtres. L'amour de ces enfants allait au-delà de l'horreur des conditions dans lesquelles ils avaient été engendrés. Les Européens, en revanche, accordaient une si faible signification à leur progéniture qu'ils n'hésitaient pas à les vendre, comme ils l'auraient fait avec n'importe quel esclave.
Emmanuel Drigus a tenté de préserver l'avenir de ses enfants asservis en leur faisant don des têtes de bétail qu'il possédait, avec l'infime espoir que ces richesses les conduiraient vers la liberté. Dans les comptes rendus d'audience du 29 septembre 1673, on peut lire « Moi, Emmanuel, lègue à mes 2 filles asservies une jument belle. » Le même jour, il lègue à ses enfants nés libres une autre jument. Malgré tous ses efforts, Emmanuel ne parvient pas à franchir Thomas et Anne, le fils et la fille que le capitaine Pott a vendus. En revanche, en épousant une femme libre de couleur noire, Thomas permet à ses enfants de naître libres. Une des filles s'appelait France, née en 1677. Bien qu'elle soit née libre, elle était quand même asservie à un planteur et forgeron de la région du nom de John Brewer. France entre au service du forgeron en 1694. Plus tard, la même année, elle se retrouve devant les tribunaux, accusée par John Brewer de fornication. Le nom de son partenaire n'est pas révélé. La jeune France, âgée de 17 ans, est condamnée à 30 coups de fouet. Qui plus est, sa servitude à John Brewer est prolongée de 2 ans. Plusieurs mois s'écoulent avant que France ne retourne devant les tribunaux. Cette fois-ci, on l'accuse d'avoir eu un enfant en dehors des liens du mariage. C'est devenu de plus en plus compliqué pour les Noirs libres d'obtenir gain de cause devant les tribunaux. France Drigus accusait son maître d'être le père de son enfant. Mais le tribunal ne voulait pas l'entendre. Les juges refusaient d'accorder du crédit à la parole d'une négresse si l'homme qui l'accusait était blanc et surtout si c'était un planteur. La salle a été plongée dans un sacré tumulte et les juges ont décidé de renvoyer l'affaire en haut lieu. En attendant, elle a été de nouveau condamnée au fouet. Son maître en a eu assez de France et l'a asservi à un autre homme. Du coup, France a de nouveau saisi la justice contre cette décision. Les juges ne sont toujours pas décidés à valider le témoignage d'une femme noire contre un homme blanc. Sans se laisser décourager, France soutient que Brewer a tenté de la placer dans une communauté où son statut de femme libre ne serait pas reconnu. La lettre qui rattache France à Brewer est décrétée nulle. France a gagné son procès. Elle a été officiellement libérée de sa servitude. Elle était extraordinaire parce que peu de femmes noires étaient capables d'aller en justice comme elle le faisait. Malheureusement, son père était mort, sa mère gravement malade, et en 1700, ce n'était plus qu'une pauvre femme sans ressources. Elle n'a pas mis longtemps à reparaître devant la justice. Dans un acte désespéré, elle avait tenté de voler de la nourriture pour elle ainsi que pour son enfant. Elle a donc décidé de servir dans une autre maison, quelque part où on lui garantirait une certaine sécurité. Et c'est pour Isaac et Bridget Foxtrot qu'elle a fini par s'engager comme domestique pour une durée de 10 ans, leur promettant que si elle avait d'autres enfants, ceux-ci seraient à leur service pendant 25 ans.
Imaginez que vous ayez été une femme noire libre. Que faire? Il n'y avait quasiment aucun moyen de gagner de l'argent pour une femme dans la colonie. Quelle ironie du sort. La liberté était synonyme de pauvreté. Une femme libre se retrouvait dans une situation encore pire que si elle était une esclave. Isaac Foxcroft promet à France de lui rendre sa liberté lorsqu'il décédera. À sa mort, cependant, la veuve d'Isaac affecte France et ses enfants à un nouveau maître. Une fois de plus, France veut que justice soit rendue. Mais sans une preuve matérielle, avec sa seule parole comme défense, la cour lui donne tort. C'est après l'année 1704 que l'on perd sa trace dans les registres publics. En Virginie, tout comme dans d'autres colonies, les créoles atlantiques savaient utiliser le système pour obtenir gain de cause. Pas grand-chose, certes, mais tout de même quelque chose. Et le temps avançant, on ne leur a plus laissé l'occasion de le faire. Un petit groupe des plus gros planteurs de tabac de Virginie se sont mis d'accord sur l'usage d'esclaves pour augmenter leur capital. En 1691, ils ont interdit aux Noirs libres de vivre dans certains comtés. Si vous étiez afro-américain, vous ne pouviez pas suivre d'éducation, vous ne pouviez pas vous déplacer librement, vous ne pouviez pas posséder de biens immobiliers. Tous ces décrets ont été établis sur une seule et même génération. C'est un maillon de la chaîne de l'esclavage où personne ne peut être libre. Avant cela, il existait des moyens de l'être. L'esclavage a tout simplement remplacé la servitude par contrat comme système de travail le plus prisé. Et au début du XVIIIe siècle, il est devenu clair que dans la baie de Chesapeake, la loi fait maintenant des hommes noirs de véritables biens matériels. Après la prise de la ville par les Anglais en 1664, la Nouvelle-Amsterdam est rebaptisée New York. New York, tout comme les colonies britanniques du Massachusetts, du New Jersey et du Maryland, sont maintenant des sociétés esclavagistes. Sur les 13 États fondateurs de l'Union, la Caroline du Sud est la première à baser sa production économique sur l'esclavage, ce qui fait d'elle la toute première société esclavagiste. L'esclavage racial est officiellement autorisé en 1669 avec la Constitution fondamentale de la Caroline. La colonie de Caroline, qui regroupait à l'origine la Caroline du Sud et celle du Nord, a été fondée vers 1670. Au départ, c'était un cadeau de Charles II à ses amis, un territoire qui ne demandait qu'à être exploité. Les premiers propriétaires blancs de Caroline du Sud sont arrivés de la Barbade, une île où les Anglais avaient mis en place une gigantesque économie sucrière, forte de 50 000 esclaves africains. Le système de plantation a ensuite été transplanté, un peu à la manière d'un virus, sur la côte est américaine. Plus vous aviez d'esclaves, plus on vous octroyait de terres. On vous donnait 20 hectares par nouvel arrivant dans la colonie de Caroline. L'esclavage a donc été encouragé depuis le début dans la région. Il ne restait plus qu'à trouver le type de travail qu'on donnerait à faire aux esclaves pour rentabiliser la colonie. Alors que les esclaves déblaient le terrain, les colons cherchent le moyen d'exploiter le Low Country. Ils tentent bien de cultiver du coton et de l'indigo ou encore d'élever du bétail, mais rien n'y fait. Ils ne parviennent pas à trouver de culture rentable. De leur côté,
les esclaves font pousser ce qu'ils appellent de l'oriza ou du riz pour leur propre usage. Une culture qui existe depuis des siècles en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, ils n'ont pas longtemps gardé le secret. Une fois qu'ils ont montré aux Blancs comment faire, ils ont perdu leur avantage. À partir de là, l'esclavage des Africains au service de l'agriculture commerciale s'est installé en une génération. Les arrivées de bâtiments négriers remplis d'esclaves africains se sont multipliées en Caroline du Sud. Énormément d'esclaves africains pendant les XVIIe et XVIIIe siècles étaient des anciens soldats faits prisonniers pendant les guerres civiles. Ils étaient vendus aux Européens par les vainqueurs de ces conflits. Ça leur permettait de réduire le nombre d'effectifs militaires de leurs opposants. Ils marchaient jusqu'à la côte. La majorité d'entre eux n'avaient jamais vu la mer. C'était aussi la première fois qu'ils voyaient des hommes blancs. Il y avait tout un folklore sur le cannibalisme. Beaucoup d'esclaves qu'on envoyait vers les côtes avaient peur d'être dévorés par les Blancs. Certains colons de Caroline du Sud avaient également des parts dans la Compagnie royale d'Afrique. Ils touchaient des commissions sur les traites négrières. Les plus gros bénéfices proviennent des cargaisons humaines d'esclaves africains. Le commerce du bois d'ébène est maintenant la base d'une économie internationale. On a vu apparaître tout un tas d'industries auxiliaires comme la construction navale, la fabrication des voiles, l'assurance des bateaux. Le développement de l'esclavage est devenu un facteur clé du capitalisme. Pendant les traversées depuis l'Afrique de l'Ouest, des gens mouraient et on jetait simplement leurs cadavres par-dessus bord, au milieu de l'Atlantique. Mais de temps en temps, le capitaine attendait d'avoir accosté au port de Charleston. Une fois, l'un d'eux fit jeter à la mer des dizaines de cadavres. Et les corps, dont plusieurs étaient ceux d'enfants, ont fini par être rejetés sur le rivage. Cette situation a mis le gouverneur hors de lui. Non pas parce qu'il s'agissait d'un crime contre l'humanité, mais parce que l'odeur indisposait la population blanche. Dans beaucoup de communautés africaines, on vénère ses ancêtres. On vénère ceux qui appartiennent maintenant au monde des esprits, parce qu'ils sont censés veiller sur les vivants. C'est ce qui a permis à beaucoup de Noirs de tenir pendant les moments les plus difficiles. Du moins, je le pense. Sur Sullivan's Island, les Anglais avaient construit une maison pour pestiférer, dans laquelle ils plaçaient en quarantaine les nouveaux arrivants. Les esclaves étaient considérés comme de la marchandise, des subsistances qui étaient stockées dans des endroits précis en attendant qu'ils atteignent la valeur marchande escomptée. C'est un exemple frappant de l'absence d'humanité de l'esclavagisme. Les plus précieux d'entre eux étaient les hommes de moins de 20 ans. Ensuite venaient les femmes de moins de 20 ans. Les jeunes enfants étaient bon marché, et en grandissant, on était sûr qu'ils produiraient énormément de riz.
and produce a lot of rice. Les nouveaux arrivants n'avaient aucune idée de l'endroit où on les avait transportés. Ils savaient uniquement qu'ils avaient fait un long voyage en bateau. Bien entendu, ils n'avaient qu'une seule idée en tête. Comment sortir de là? Comment recouvrer leur liberté? Ceux qui mouraient étaient sans doute ensevelis dans des fosses communes. Mais il faut savoir qu'un quart, voire un tiers des esclaves embarqués disparaissaient pendant la traversée. Une fois débarqués à Charleston, les survivants étaient désinfectés à l'huile avant de recevoir un bon repas. Ensuite, on les mettait aux enchères publiques. Les esclaves tentent de survivre par tous les moyens. Certains jouent les ignorants, d'autres sont prêts à tout pour servir les intérêts de leur maître. Malgré tout, beaucoup refusent de se soumettre. Ils parviennent à conserver leur dignité et trouvent du courage dans la culture et la spiritualité qu'ils partagent. Même s'ils s'exprimaient souvent dans des langues différentes, même si par tradition ils étaient en fait des rivaux, ils ont réussi à s'entendre à travers une seule et même spiritualité pour garder une solidarité les uns envers les autres. Dans les années 1720, la communauté noire représente plus du double de celle des Blancs dans le Low Country de Caroline du Sud. L'esclavage avait ses propres caractéristiques, selon les régions et les colonies où il s'était développé, dans le Massachusetts, à New York, en Virginie et dans la Barbade. Mais en Caroline du Sud, c'était probablement la forme la plus industrielle de l'esclavage. Il avait pris une telle ampleur. La Caroline du Sud avait un système de répartition des tâches unique en son genre. Chaque esclave était chaque jour assigné à une besogne bien précise. Le travail commençait au lever du soleil, et quand on était affecté aux travaux des champs, on devait biner sur un quart d'acre, 2000 mètres carrés environ. Les gens passaient la majeure partie de l'année agenouillés dans la boue à travailler la terre sous un soleil de plomb. La culture du riz était particulièrement exigeante. En Caroline du Sud, on faisait travailler les esclaves quasiment jusqu'à leur mort. Les propriétaires allaient régulièrement se réapprovisionner en Afrique. En Afrique centrale, les hommes n'effectuent jamais de travaux agricoles. Si on veut humilier quelqu'un, il y a un proverbe qui dit « Tu n'es pas un homme, prends une binette ». Ça veut bien dire que seules les femmes font ce genre de tâches. Mais en Caroline du Sud, on obligeait les hommes à travailler avec les femmes. En Afrique de l'Ouest, la mère avait l'habitude de piler chaque jour un peu de riz pour le repas du soir. C'était tout un art, quelque chose dont on était fier. Et là, elle se retrouvait à faire la même chose, mais dans des circonstances complètement différentes. Le bruit du pilage du riz signifiait vie de famille en Afrique. En Caroline du Sud, c'était le symbole de l'exploitation.
Plus les riches propriétaires blancs gagnaient de l'argent, plus il était essentiel pour eux de faire de ce système d'esclavage une forteresse imprenable. C'était à ce prix qu'ils pourraient garder les privilèges réservés à l'élite. C'est ce qui a incité les planteurs à mettre en place des systèmes de réglementation et de réprimande stricts. Un esclave, surtout dans ces conditions, ne pense qu'à sa survie et à sa liberté. On imagine facilement la colère qu'on peut ressentir quand on est retenu contre son gré ou qu'on voit ses proches endurer des souffrances qu'aucun homme ne devrait être forcé de subir. La première fois, c'était des coups de fouet. Si on essayait de s'échapper une deuxième fois, on vous gravait un R au fer rouge sur la joue droite. À la troisième tentative, on vous tranchait une oreille et on vous gravait un autre R sur la joue gauche. Et si vous étiez pris lors d'une quatrième tentative de marronnage et que vous étiez un homme, on vous castrait. Les propriétaires perpétraient des châtiments bien connus en Angleterre et les amplifiaient. Avec ces châtiments, ils savaient qu'ils pouvaient se permettre de tuer un certain nombre d'esclaves, sachant qu'ils allaient en importer d'autres d'Afrique de l'Ouest. Ils gagnaient tellement d'argent qu'ils pouvaient se l'autoriser. Le caractère inhumain des châtiments signifie beaucoup de choses. Cela sous-entend que les esclaves tentaient de résister, que tout homme à qui on supprime ses droits ne se laisse pas faire impunément. Les esclaves mettaient souvent le feu aux granges, particulièrement en période de grosses récoltes. Les Blancs avaient également peur d'être empoisonnés, parce qu'ils n'avaient aucun moyen de le prévoir. C'était leur hantise, même si cela ne se produisait quasiment jamais. Un exemple frappant de cette peur à l'intérieur de la communauté blanche était l'autorisation de se rendre à l'église avec un revolver. Le seul jour de congé des esclaves était justement le dimanche. Et les Blancs avaient peur que s'il devait y avoir un soulèvement, celui-ci se produirait le jour de la messe, quand tous les Blancs s'étaient réunis à l'église. C'est pourquoi il était même recommandé d'assister à la cérémonie muni d'un pistolet. Cela a commencé un samedi du mois de septembre 1739 dans la nuit. C'était une équipe de travail composée dans sa majorité d'Angolais, dont un homme du nom de Jimmy qui était devenu leur leader. Ils sont finalement passés à l'action le dimanche sur la Stono River, à 80 km au sud-ouest de Charleston. Ils ont fait irruption chez un armurier et ont tué un certain monsieur Hutchinson. Ils lui ont coupé la tête et l'ont piqué au bout d'une lance. Ensuite, ils ont pris toutes les armes de la boutique. Ça s'est passé pendant la période de récolte, la période de servitude la plus dure pour les esclaves. Il y avait également une épidémie de malaria qui s'était abattue sur Charleston, faisant beaucoup de morts. Ils avaient bien compris qu'ils ne pourraient pas s'emparer de la zone et chasser les Européens.
Mais ils avaient vu la possibilité de s'échapper s'ils coordonnaient leurs actions comme des soldats. L'État de Floride avait déjà voté un décret qui rendait sa liberté à tout esclave parvenant jusque-là. Il y avait d'ailleurs une communauté d'anciens esclaves déjà installés en Floride. Lorsque la révolte de Stono a éclaté, on a tout de suite compris que les esclaves voulaient atteindre Fort Mose, la première ville noire libre. C'était une espèce de forteresse humaine. La révolte a commencé à prendre de l'ampleur. Plusieurs plantations ont été brûlées à la suite. Des Blancs ont été massacrés. Des esclaves ont été libérés, même si certains ont refusé de suivre le mouvement. Mais malheureusement, en marchant vers le nord, les révoltés ont croisé la route du lieutenant-gouverneur. Ils ont bien tenté de le capturer, mais il a quand même réussi à donner l'alerte. Les Blancs ont alors formé un détachement qui s'est mis à la poursuite des nègres marrons. C'était un tournant de l'histoire. S'ils étaient parvenus à le prendre en otage, qui sait ce qui se serait passé? Les esclaves ont été pris en chasse vers le sud pendant 1 ou 2 jours. S'ils avaient tenu 24 ou 48 heures de plus, ils auraient pu rallier plus de monde à leur cause et prendre une belle ampleur. Le soulèvement aurait peut-être eu un avenir. Les Européens ont fini par les encercler. Ensuite, ils ont fait feu et en ont abattu beaucoup, éparpillant le reste du groupe. Certains ont réussi à fuir dans les marais, mais ceux qui étaient capturés étaient décapités. Ensuite, le détachement blanc a descendu ce qui est aujourd'hui l'autoroute 17 Sud, en sortant de Charleston, avec les têtes des révoltés au bout des lances pour montrer aux autres ce qu'ils risquaient. Après la révolte de Stono, toutes les lois indépendantes régissant l'esclavage sont réunies pour ne former qu'un seul et unique Code noir. Cette loi réglemente fermement les droits de la communauté noire et régit tous les aspects de la vie d'un esclave. L'échec de la mutinerie de Stono a été une véritable tragédie. Pour moi, ces révoltés étaient des guerriers de la liberté. Quelqu'un comme Jimmy, cet esclave tout juste débarqué de l'Angola, avait réussi à montrer aux autres que ce n'était pas comme cela qu'il devait vivre, et que même si cela ne changeait pas tout de suite, il avait montré la voie pour l'avenir. Malgré des conditions humaines les plus dégradantes que l'on puisse imaginer, les esclaves avaient réussi à conserver leur dignité. Ça vous donne un aperçu de la faculté de l'homme à se battre, à refuser d'abdiquer. L'homme a toujours le pouvoir de choisir, de refuser la défaite.